Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, vous le savez, passe son été certes les pieds dans l'eau, mais aussi les yeux rivés sur sa petite DVD Tech idéale en revisitant avec vous les sagas qui nous ont marqués. Évidemment, il a fallu faire des choix, mais au moins une d'entre elles s'est imposée sans aucun débat, Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, monumentale adaptation de Tolkien qui retourna bon nombre de cerveaux, dont les nôtres, lors de sa sortie il y a 17 ans maintenant. Pour en causer un trio de fiers guerriers, je vous laisse décider qui des trois sera l'elfe, le nain et le roi. Rafik Djoumi, salut Rafik. Le nain. Tu seras le nain, toi, d'accord. Perrine Kenson, bonjour Perrine. Bonjour. Et Alexandre Arvo, salut Alex. Je suis l'elfe. Oui, tu seras l'elfe, évidemment. Je précise que nous sommes en public au Creatis à Paris à l'occasion du Binge Audio Summer Festival. C'est nos ciné spécial Seigneur des Anneaux. C'est parti. Bientôt, maître elfe, vous allez pouvoir apprécier l'hospitalité légendaire des nains. Un bon feu, une bière brassée, une belle pièce de viande. Car ceci, mon ami, est la demeure de mon cousin Balin. Et ils appellent ça une mine. Une mine! Oui, j'ai un faible pour le doublage de Gimli en VF. Chacun ses petites perversions, ne me jugez pas s'il vous plaît. Je vais me tourner immédiatement vers Rafik pour commencer cette émission. Rafik qui est un peu la mémoire de cette émission, n'est-ce pas? On va appeler le vieux à la rescousse. On va appeler l'ancêtre. En fait, tu ne t'entends pas. Mais c'est des problèmes d'audition liés à l'âge. C'est le Gandalf de la team. C'est ça, c'est le Gandalf de la team. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de ce projet? Parce qu'on a l'impression, vu de 2018... Je vais d'abord commencer par expliquer quelque chose à tous ceux qui me suivent sur Twitter et qui se demandent pourquoi il y a écrit Madame Irma de la trilogie LOTR sur mon compte. C'est parce qu'en 97, avec un copain, on avait découvert le film de Peter Jackson, Fantôme contre Fantôme, Frighteners, en laserdisc. C'était avant sa sortie française. Et on J'adore quand tu dis en laserdisc. Parce que j'ai vécu cette époque. Mais je sais, mais c'est tellement cool. Et on avait été frappés tous les deux par la mort. Un personnage qui incarnait la mort dans ce film et qui nous rappelait vraiment un cavalier noir. Et on s'était dit, mon Dieu... oh là là, le Seigneur des Anneaux, quand est-ce que quelqu'un va se décider à le faire? Et comme tous les nerds qui n'ont rien à faire de leur soirée, on s'était mis en tête de déterminer quasi mathématiquement qui pourrait faire le Seigneur des Anneaux. Et on avait donc pris chacune des espèces, que sont les elfes, les humains, etc. Et pour chacun, on mettait des réalisateurs qui nous semblaient adaptés pour le mieux pour les réaliser. Et on s'est aperçu en bout de course que à chaque fois, le premier choix était différent. Par exemple, les elfes, on avait décrété que c'était Scorsese qui aurait été parfait pour les filmer. Les humains, on avait décrété que c'était McTiernan, et ainsi de suite. Il y avait Spielberg quelque part. Bon, bref, pour Hobbitown et tout ça. Mais dans cette liste, on s'était aperçu que le numéro 2 était toujours le même nom. C'était Peter Jackson. Et donc, on avait terminé notre soirée en disant, nous venons de démontrer, donc concrètement, quasi scientifiquement, que Peter Jackson est le seul réalisateur capable d'adapter le Seigneur des Anneaux. On a plié la feuille, et puis on a évidemment oublié, parce qu'on savait bien que jamais personne n'adapterait le Seigneur des Anneaux. Et en 98, j'aperçois une toute petite news, mais vraiment ridicule, dans le magazine Variety, qui annonce une adaptation du Seigneur des Anneaux, produite par New Line, réalisée par le méconnu Peter Jackson. Évidemment, j'ai deux yeux qui sortent du crâne, et je me dis, c'est incroyable, c'est pas possible, ça va être le meilleur film du monde. Et je commence évidemment à m'exciter comme tout nerd qui se respecte, et dans le milieu de la presse que je fréquentais à l'époque, rien. C'est-à-dire vraiment... Bon, et alors, il faut rappeler que Peter Jackson, à cette époque-là, effectivement, c'est rien du tout. Oui, c'est personne. Frighteners, personne n'est allé le voir en salle. Et il n'y avait eu que Créatures Célestes qui avait vaguement fait parler de lui. Mais ça restait un obscur réalisateur néo-zélandais. Et en plus, on est un des seuls pays au monde où je trouve le roman n'avait pas eu prise, en fait, contrairement au phénomène que ça avait été dans les pays anglo-saxons. Et donc, j'ai réussi à l'époque à convaincre mon rédacteur en chef, qui aimait pas du tout ce genre de littérature, de me laisser écrire ce que je pourrais écrire sur ce projet qui, pour moi, allait être absolument dément, sachant qu'il fallait 3 ans avant que le film ne sorte, puisqu'ils allaient tourner donc les 3 films back-to-back. C'est ça. Et donc je pourrais essayer de grappiller des infos pour faire une espèce de série making-of sur ce film qui sortirait en 2001. Il a fini par me lâcher, bon écoute, là tes elfes PD et tes nains si tu veux, mais je te laisse qu'une page, quoi. Et donc j'avais une page chaque mois pour raconter le projet. Voilà, ça va être génial, bon. Et ça a duré comme ça pendant 2 ans et demi. On a été les premiers à faire la couverture sur le film dès que le premier teaser est apparu.
je ne devrais pas le dire, mais on avait récupéré totalement illégalement une copie 35 du teaser pour découper et faire une couverture avec. C'est terrible. Et C'était je me l'ère rappelle d'avant Internet. la couverture, c'était donc en février ou mars 2000, donc plus d'un an avant la sortie. Chronique d'un chef-d'œuvre annoncé. Et on avait carrément balancé le truc en pleine page sur un projet dont personne ne savait ce que c'était. Oui. Quoi. Et surtout dont tout le monde se foutait. Y compris le distributeur du film, que j'avais Surtout, été le voir, justement pour essayer de faire des OP autour du film et tout ça. Et le mec, basiquement, il me disait... Mais pourquoi Pourquoi ce film, en fait? C'est-à-dire, il voyait pas l'intérêt du truc, ce qui allait arriver. Et ce qui s'est passé, c'est que donc pendant ces mois-là, comme du coup le magazine était devenu la seule source d'information francophone dans la presse écrite, que ce soit au Canada, en Suisse, en Belgique, il y avait des gens qui m'appelaient ou qui appelaient la rédaction juste pour partager les infos parce que c'était très difficile d'en avoir. Il y avait qu'Internet à l'époque qui pouvait permettre de grappiller des trucs. Et quant au distributeur, il se faisait pas chier. Dès qu'un journaliste appelait pour poser des questions, il renvoyait à la rédaction du journal en disant posez leur la question. Appelez Mad Movies. Et ce qui fait que on arrive au mois de juin 2001. Ouais. Et l'équipe de Peter Jackson déboule à Cannes avec 26 minutes de montée des 3 films, en fait, des images des 3 films. Et le présente à une presse internationale qui n'a absolument pas la moindre idée de ce qu'ils vont regarder. Voir. Donc je te laisse imaginer, tu n'as jamais entendu parler du projet, tu t'installes et tu te tapes en gros les premières scènes à Hobbiton, le Balrog, des images de Minas Tirith, de la bataille de Minas Tirith, du Retour du Roi, et tu fais juste... Qu'est-ce que c'est toi, t'étais occupé avec Tomb Raider, avec Angelina Jolie, on te balance ça, quoi. On parlait des vrais chefs-d'œuvre à l'époque, quand même. Évidemment, quand même. Et grande année pour le cinéma. Et en gros, en 26 minutes, Peter Jackson est devenu instantanément une star. C'est-à-dire qu'à Cannes, ça a été une folie furieuse. Du genre, c'est objectivement l'événement de l'année, quoi. Donc, à partir de juin jusqu'à la sortie en décembre, c'est là qu'on a eu le gros buzz, etc. Et évidemment, la sortie que vous avez tous vécu de plein fouet. Mais du coup, j'ai eu cet insigne honneur d'être surnommé Monsieur Seigneur des Anneaux, parce que en gros, ça fait un peu 3 ans. Ouais, merci à tous. Alors je précise que ce n'est pas notre public, que nous avons la. Je t'arrête, on est aussi. Qu'on a la bonne idée d'enregistrer ce podcast pendant le quart de finale de la Coupe du Monde de l'équipe de France. En bon gros nerd que nous sommes, voilà. C'est un peu le. J'arrive pas du tout à interpréter ces cris, par contre, ça m'angoisse complètement. Enfin, oui, parce que toi, ça t'intéresse. Ah, mais grave. Oui, moi je suis nerd des footballs. Voilà, c'est possible, c'est pas incompatible. Juste pour faire une aparté sur ce que raconte Rafik, et je laisse tout de suite reprendre la parole, mais moi je l'ai vécu côté lecteur, tout ce qu'il vient de raconter, donc j'avais pas idée de toutes ces petites manigances pour choper un bout du teaser en 35, etc., en faire une couve après, mais quand je commençais à peine de balbutier sur internet à l'époque, et mes Mad Movies que j'achetais comme encore aujourd'hui régulièrement, était la seule effectivement source d'information en français là-dessus. Française là-dessus, et c'était avec un plaisir sans cesse renouvelé que je voyais le truc, et j'avais pas conscience, je l'ai eu après, du caractère exceptionnel de cette couverture là de Mad Movies, parce que j'avais quand même conscience que c'était pas le seul titre de presse de cinéma, etc. C'était celui que je lisais en particulier et en priorité, mais c'était pas l'unique, et pour moi c'était un emballement assez commun. Prématuré. Non, pas prématuré, c'était un emballement logique et légitime. C'est que après coup, quelques années plus tard, que je me suis rendu compte qu'ils avaient été à ce point-là pionniers. Oui. Et t'avais l'impression que c'était un truc partagé par d'autres titres. Pour moi, Peter Jackson, c'était Branded, c'était Créatures Célestes, c'était The Frighteners. Donc je partageais, peut-être pas à un tel niveau, mais je partageais quand même cet enthousiasme vraiment fébrile autour du projet. Et ça me semblait normal que voilà, la presse en fasse sa cour. Qu'on parle de ce projet-là, surtout avec le fait que les 3 films soient tournés à la suite. Et donc voilà, je suis très content que Graphic soit là pour nous raconter un peu le côté backstage. Mais en fait, ce qui a aussi motivé ce délire, enfin cette certitude, c'est pas juste un délire de nerd et de fanboy. C'est qu'en fait, quand on regardait la carrière de Peter Jackson, on s'apercevait que c'était quelqu'un qui donnait systématiquement beaucoup plus que ce qu'on attendait de lui. C'est-à-dire que le mec, il fait un film, littéralement un film amateur dans le jardin de ses parents,
Et le film, donc Bad Taste, sort dans 35 pays. Je crois qu'il a été acheté dans 35 pays. Les Japonais lui filent de l'argent pour faire un truc télé, voilà. Et ils te balancent les Feebles, qui pareil sort dans 40 ou 50 pays. On lui file le budget d'un premier film d'auteur français. Il te fait Créature Céleste, qui est nominé aux Oscars. Donc voilà. Et Frighteners, donc Fantôme contre Fantôme, les studios américains à l'époque refusaient de croire le budget du film. Oui. Le budget était de 35 millions, les mecs se disaient c'est impossible. On a vu le film, c'est pas possible, un film comme ça coûte 90 millions. Et voilà. Donc tu te dis, ok, le mec, on lui a filé 100 millions par film. Oui. Il va nous donner un film à 2,5 milliards, quoi, à peu près. Quoi. Il y avait une espèce de logique. Le roi du under-budget. C'est surtout quelqu'un qui, bon, ça on en parlera après, mais qui a une méthodologie de tournage qui est extraordinaire. Quoi. Donc voilà, ça, mon expérience du Seigneur des Anneaux a commencé comme ça et s'est terminée en grande pompe avec la venue de Monsieur Jackson à Paris, que j'ai eu l'honneur d'animer, parce que je suis aussi animateur. Voilà, je fais vos bar mitzvahs, on vous donnera le numéro à la fin de l'émission. On donnera le numéro à la fin de l'émission. On prend 10% sur les prestations de Rafik, évidemment. Évidemment, il y a peut-être eu un troisième but, je ne sais pas ce qui se passe. Non, il n'y a pas eu assez de cris. Non, il n'y a pas eu assez de cris. Peut-être qu'ils nous entendent, tout simplement. Peut-être qu'ils nous entendent et qu'ils ne sont que joie à l'idée d'entendre aussi Perrine Quetzon et Alexandre Hervaux nous raconter un petit peu leurs premiers échanges avec le Seigneur des Anneaux, leurs premiers souvenirs avec le Seigneur des Anneaux. Perrine ? Mon premier, en fait, moi j'étais toute jeunette quand le film est sorti. C'est vrai que moi c'est pas la peine de prendre l'accent du Sud, on sait tous je que sais pas pourquoi je l'ai pris, je viens du Nord. Je comprends pas. Mais en effet, c'est comment dire. Moi, je disais aussi Mad Movies à l'époque, mais pareil, j'avais pas de notion j'étais pas une lectrice de Tolkien du tout, donc j'avais pas de notion. Je me dis, oh tiens, ça va être sympa, j'aime bien l'idée, j'aime bien la fantasy, cool. J'étais contente, genre cool quoi, ça va sortir cool. Et donc j'avais 13 ans quand le premier est sorti, et j'y suis allée avec les copains, comme on allait se faire dessiner comme ça en permanence. Et d'un seul coup, je tombe sur ce film, mais en fait, c'est très très bien ça, ce que je viens de voir quand même. Et j'ai attiré mes parents. Mes parents se foutent pas mal du ciné. Faut vraiment se mettre dans la tête que, puis encore moins quand c'est science-fiction, fantasy, tout ça. Alors là, ça leur passe très très haut. Et eux se sont laissés porter par le truc et sont tombés aussi amoureux. Et c'est ça qui m'avait marqué à l'époque. C'est-à-dire que donc, la trilogie, 2001, 2002, 2003, il y a eu une effervescence autour du film, autour de cette trilogie, une effervescence de génération, intergénérationnelle, une effervescence intermilieu aussi, c'est-à-dire que c'était pas réservé à un certain type de public. Tout le monde s'intéressait au Seigneur des Anneaux d'un seul coup. C'est devenu un événement d'un seul coup. Et de ma petite carrière de 13 ans, j'avais pas connu ça depuis Titanic. L'effet, j'avais mon cinéma de quartier à Beauvais, si vous connaissez. Il n'existe plus. Et il y avait cette file d'attente comme ça qui faisait tout le tour du pâté de maison pour aller voir le Seigneur des Anneaux. Oui. C'était quand même quelque chose de très très impressionnant. Et moi, c'est ça que j'en garde en fait, c'est-à-dire du Seigneur des Anneaux, au-delà de ce qu'on va parler plus tard du film, etc. C'est-à-dire que je trouve qu'il a créé, déjà, il a redonné un sens très populaire à ce type de film de fantasy. Honnêtement, je pense qu'il n'y avait pas eu une sorte d'emballement autour de ce type de film depuis peut-être Willow en 88. Et encore, c'est parce que moi j'aime bien Willow, je suis seule. Moi j'aime bien aussi. Je te confirme que ça n'avait rien à voir. Non, ça n'avait rien à voir, mais c'est parce que moi je suis fan de Willow. Je pense que c'est juste ça, il y a que moi qui me suis emballée comme ça. T'avais parié que t'allais le passer sur une émission Seigneur des Anneaux, que t'allais parler de Willow. J'allais placer Willow. Donc check, quelqu'un me doit de l'argent. Non, mais voilà, donc c'est-à-dire que clairement, je trouve que ça a redonné un intérêt, relancer ce type d'industrie-là, ce type aussi de un cinéma à très très gros budget, très gros casting, très grosse ampleur, c'est-à-dire que une grande ambition. Tourner un film, une trilogie sur 3 ans en entier, mais c'était un tournage absolument démentiel. Tout le monde s'intéressait à la backstory du film, ce qui est quand même assez fou. La plupart des gens, quand on va au cinéma, on voit le film, on est content. Personne s'intéresse tant que ça au making-of. Et là, d'un seul coup, il y avait autour du Seigneur des Anneaux, autour de l'attrait que pouvait représenter le Seigneur des Anneaux, il y avait aussi l'attrait pour la mythologie Seigneur des Anneaux, pour tout ce qui tournait autour. Pour les bouquins ont connu une deuxième vie et surtout un intérêt en France qu'ils n'avaient sûrement jamais eu auparavant. Et pareil autour du Hobbit, autour du Silmarillion, d'un seul coup on s'est intéressé à aussi plus Tolkien, etc. Donc je trouve que c'était... Enfin, moi, c'est ça qui me marque sur Le Seigneur des Anneaux, c'est à la fois les films, mais toute l'ampleur que ça a pris derrière, toute l'ampleur à la fois médiatique et culturelle que ça a créé, les références qu'on a vues disséminées après dans les films. Enfin, je trouve que c'est ça, pour moi, la grande force de ce film du début des années 2000, en fait.
Alexandre, tu avais commencé un petit peu à en parler sur le côté lecteur de Mad Movies. Oui, c'était quand il est sorti, je crois que c'était 2001. Oui, mais c'était plutôt en fin d'année, c'était une sortie hivernale. Et c'est vrai que ça a été. Le film est devenu, évidemment, compte tenu du nombre de films, ça ne s'est pas institué en tant que rendez-vous comme ont pu l'être une autre saga contemporaine qui était les Harry Potter. Ouais. Mais c'est devenu un rendez-vous daté quasiment d'une année à l'autre. On savait que tel jour, en décembre de l'année suivante, on allait voir le prochain Seigneur des Anneaux. Et ça a rythmé. Pour moi, ça c'est vraiment contemporain à cette émulsion, pas cette émulation, mais en tout cas à ce frémissement Hollywood où enfin on donnait les rênes sur certains projets à des réalisateurs qui avaient fait leurs preuves avant avec des films qui avaient marché en indépendant. Je pense évidemment à Sam Raimi avec les Spider-Man qui sont de cette période-là également, et où du coup on avait un enthousiasme démesuré et par le projet en question, parce que c'était une propriété intellectuelle connue de tous, ou presque, et très attirante, et en même temps par le CV du mec qui était derrière la caméra. Et du coup, c'est aussi... Moi, ça m'évoque évidemment ces balbutiements. Autant au tout début, comme je le disais auparavant, il n'y avait que Mad en France pour suivre les avancées du projet et se renseigner dessus. Et puis, au fil des mois et des mois, la pratique et la blogosphère cinéma en ligne s'est développée, etc. Et on a commencé à voir les photos volées de tournage. Internet a commencé à être utilisé comme vrai vecteur de diffusion. Oui, ça a vraiment accompagné cette transformation. Là, de la cinéphilie aussi. La première photo volée de l'époque, qui était sur le site theonering.net, c'était une photo de mouton. Parce que c'était apparemment un mouton qui avait vu le décor de Hobbiton. Et ce mouton est devenu une star pendant une semaine. Maintenant, il est empaillé et tout, un truc de fou. Non, mais voilà, toutes ces vidéos, The One Ring, le côté communautaire, etc. Ça a créé vraiment un engouement. Ça a forgé, je pense, des habitudes d'appréciation, en tout cas d'attente de la part du public, qui désormais, pour le pire comme pour le meilleur, parce qu'après ça a évidemment ses mauvais côtés, mais a appris à comment dirais-je, pas apprécié comme un feuilleton, mais pas loin la production des films, parce que là on parle vraiment d'une production au très 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 long cours, sans parler des il y a eu des reshoots, etc. Donc c'est vraiment une entreprise énorme, et je pense que désormais on est habitué à ça, c'est-à-dire qu'on voit n'importe quel récemment il y a la première photo du prochain Tarantino qui a été publiée directement sur le compte Instagram de DiCaprio et compagnie, donc c'est rentré dans les mœurs, c'est contrôlé maintenant, c'est évidemment managé, même si c'est sur des comptes de stars, etc. Mais il y avait à l'époque, on était dans, pardonnez-moi cette expression un peu éculée, Far West du web, qui n'a aucun sens, mais en tout cas, Internet n'était pas aussi... on va dire quadrillé ou formaté qu'il l'est actuellement, et on pouvait vraiment sentir cette excitation collective et mondiale autour de ce projet-là. Donc moi, c'est vraiment ce que je retiens de cette période-là, et puis surtout le plaisir qu'on a eu, on en parlera sans doute après, sur ces films-là, c'est que chacun des 3 films a été finalement découvert 2 fois, une fois en salle et une fois en version longue, et une fois en version longue après dans le marché vidéo. Et sachant que il n'y avait pas ce côté, il y avait une excitation évidemment et un plaisir de découvrir la version longue, mais qui n'était pas un plaisir pas, comment dirais-je, on savait très bien que Jackson avait montré au public en salle des films qu'il assumait totalement. Et voilà, c'était juste du bonus, mais bonus pas au sens featurette, bêtisier, making of. C'était du bonus dans le sens où on a vraiment fait beaucoup de choses en plus, et voilà, on les a agencées de telle manière que vous les découvriez dans des circonstances, des conditions parfaites. C'est plus parfait que celle. Et donc pour moi c'est ça le Rafik, comme on avait commencé à en parler, mais j'aimerais bien justement qu'on y revienne sur la méthodologie. Déjà rappeler aux gens qu'on a failli ne pas le voir. Tu peux dire que toutes mes questions sont pourries. Mais non, elles sont super tes questions. Mais en plus, tu les poses bien, avec un sourire charmeur. Les yeux de chat. Mais déjà qu'on a on a failli ne pas le voir, ou en tout cas celui qu'on aurait dû voir à la place, puisque au départ, en fait, Peter Jackson devait réaliser King Kong pour Universal en 1996, et il avait engagé tout un staff
parce qu'il voulait absolument faire les effets spéciaux en Nouvelle-Zélande dans sa nouvelle boîte Weta, Wingdon, pardon. Et en fait, à cause du Godzilla de Roland Emmerich, Universal a pris peur et a subitement débranché le... Karine Kenson vient de dire chef-d'œuvre. Voilà. Dans sa barbe. Universal a pris peur devant ce monstre qui allait dévaster le box-office et a donc débranché le projet King Kong. Et du jour au lendemain, Jackson, qui avait investi à mort sur ce truc, s'est retrouvé complètement pris au dépourvu. Et c'est là que Qui s'est lancé dans le projet avec Fran Walsh, sa femme, dans le projet du Seigneur des Anneaux. Fran Walsh, auquel s'est rajouté Philippa Boyens, donc qui va avoir une énorme importance parce que voilà, écrire un script du Seigneur des Anneaux, bon courage. C'est du solide, effectivement. Elle m'avait raconté, Philippa Boyens et Fran Walsh, qu'elles se sont enfermées littéralement pendant des semaines dans une chambre d'hôtel il y avait des post-it absolument dans partout, dans les chiottes, dans les armoires, des trucs, pour pouvoir regarder en mémoire absolument tout ce qu'il leur fallait à passer leur temps. Enfin, on n'imagine pas le cauchemar que ça a pu être ce boulot. Et donc ils ont écrit deux scripts en fait. Ils ont condensé au maximum parce qu'à l'époque, encore une fois, comme tu l'as rappelé, ça n'existait pas, les films de 3 heures, les sagas, les machins comme ça. C'était un film d'1h30, point final. Ils se sont dit, on va essayer quand même 2 films de 2 heures, tu vois, au moins. Quoi. Allez. Bon. Et donc, c'était La Communauté de l'Anneau et La Guerre de l'Anneau. Ouais. Et à l'époque, Peter Jackson avait un deal avec Miramax qui avait distribué Créatures Célestes aux États-Unis. Donc, Miramax, les fameux frères Weinstein, que tout le monde connaît désormais. Tout le monde apprécie au plus haut point, à leur juste valeur. Harvey Lamanès. Voilà. Et en fait, ils avaient un deal de premier regard, c'est-à-dire que quel que soit le projet, c'était à eux qui devaient le proposer en premier, et eux avaient la liberté de l'accepter ou pas, et surtout d'en faire ce qu'ils voulaient. Oui. Les Weinstein voient ce truc, ouais, c'est pas mal, ça nous plaît. On le garde de côté, et puis un peu plus tard, ils reviennent en disant ouais, ça nous plaît finalement, mais on va décider d'en faire un seul film de 2 heures. Et puis on va confier la réalisation à John Madden, qui vient de faire pour nous Shakespeare in Love, qui nous semble bien plus adapté. Un gros film. Et Jackson ne pouvait rien faire. Oui. Contractuellement, il est bloqué. D'ailleurs, en gros, il est foutu. Son film va être fait par le réalisateur de Shakespeare in Love. Et ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle Mark Ordesky qui venait de commencer à bosser pour New Line. Et Mark Ordesky, des années auparavant, il avait accueilli Peter Jackson chez lui à l'époque où Jackson galérait un peu à essayer de monter une carrière américaine qu'il n'a jamais eue. Et il va convaincre les deux brutes, parce que vous les connaissez un peu maintenant physiquement, on les a vus pas mal, de laisser une chance en fait à Jackson et les Weinstein. Pour pas passer non plus pour des salopards, alors que tout Hollywood c'est qu'ils le sont, font semblant de donner une chance, et la chance c'est en gros on va leur laisser une semaine pour trouver un autre studio, ce qui est une mission impossible. Normalement c'est pas possible. Voilà. Donc Walsh et Jackson vont avoir une semaine de taré où ils vont faire le tour des majors qui vont toutes refuser. Ils vont avoir le temps même de préparer un test avec quelques images, notamment un orc qui est en train de jouer à une balle, juste pour montrer que les techniciens d'effets spéciaux sont prêts à animer des orques, etc. Et le coup de bol, donc c'est encore une fois donc le fameux Mark Ordesky qui va convaincre New Line que New Line a besoin d'une franchise blockbuster, parce que New Line à cette époque-là produit des films indépendants dont certains sont d'énormes succès comme Seven et autres, mais leurs blockbusters de fin d'année sont systématiquement des plantades perdus dans l'espace. C'était ça leur blockbuster de fin d'année, quoi. Avec Matt Leblanc. Voilà. Et il leur fallait à tout prix une franchise stable et durable en fait. Et donc Ordesky leur dit c'est peut-être là votre chance en fait. Et c'est à ce moment pour des raisons au fond politiques que le boss Bob Shaye de New Line va dire mais attendez, au départ c'était pas 3 bouquins, donc si c'est 3 bouquins c'est 3 films. On peut faire 3 films avec. Et Jackson de faire. Ouais, pas de souci. Il y a moyen. Bon, alors banco. Et là, du jour au lendemain, ça s'est débloqué. Donc, ils ont pu faire les 3 films avec vraiment très peu de supervision de New Line. En gros, l'équipe néo-zélandaise a tout géré dans son coin, quoi. Ouais. Mais par contrat, les Weinstein avaient des droits quand même sur le film. C'est pour ça que vous verrez leur nom dans les génériques. Ça veut dire qu'ils ont gagné de l'argent sur un film qu'ils ont voulu détruire. C'est quand même relativement intéressant. Et si vous voulez vous faire une idée donc du rapport qui les unit à l'équipe du film, regardez le générique de fin du Retour du Roi. Vous avez sur la même planche les noms des 2 frères Weinstein ainsi que celui de Mark Ordesky.
Et vous avez un dessin derrière avec 2 trolls et un guerrier en train de les, de les éloigner avec une lance, quoi. Ça donne, voilà, ça résume un peu la situation. Le petit Donc, clin d'œil. on a échappé à ça. Passage. Mais effectivement, si un tel projet a pu être mis en place, ça a été au prix d'une méthodologie particulièrement Comment il retombe sur ses pieds. ingénieuse. Le talent. Mais parce que je n'oublie pas tes Mes questions charmeuses. Tu es magnifique. Et comment dire, une méthodologie. Bon, déjà, comme on l'a spécifié, tout est tourné dans la continuité. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir construire des décors en dur. Je pense notamment à Roanne, par exemple, qui a vraiment été construite dans un lieu protégé. Enfin, vous avez vu les bonus, donc tout ça, c'est très bien expliqué. Beaucoup de seconde et de troisième équipe qui tournent simultanément à différents endroits du pays. Et puis surtout un réalisateur qui a intérêt à savoir où il va, parce qu'il faut imaginer que pendant 3 ans, Peter Jackson, il est sur le plateau, il a face à lui 2 comédiens, ils sont en train de tourner une scène des 2 tours, et pendant ce temps-là, tu as un accessoiriste qui vient le voir en lui disant... pour les vestes, là, des elfes, là, les boutons, c'est bien cela. Attends, les elfes de quel? Du premier ou du troisième? Non, dans le troisième. Ah oui, alors dans le troisième, ils ont ces boutons-là, ok. Et en même temps, il a un petit moniteur avec un gars qui est en train de tourner une scène de figuration à l'autre bout du pays, et il doit aussi superviser. Bon, bref, le mec, il est complètement éparpillé. Il y a eu des journées où il gérait simultanément 7 tournages différents, simultanément. Donc, tout en dirigeant, donc c'est quand même voilà, ça donne une idée du truc. Oui, de l'ampleur voilà. du projet. Et il y a bien une raison pour laquelle il était brun en fait quand il a commencé le film. Il avait les cheveux blancs littéralement au retour du roi. Ça a été une aventure. Alex, tu viens de dire au détour d'une phrase, vous avez tous vu les bonus, et c'est vrai qu'on peut quand même juste glisser un mot sur la qualité de ce qui a été proposé en termes de bonus, c'est-à-dire que tout le tournage a été documenté de A à Z et très bien documenté. Et très bien documenté avec des documentaires, des making-of, des interviews pléthoriques. Alors il y a les sempiternels commentaires audio sur le DVD, mais il y a vraiment quelque chose de quasi exhaustif qui a été proposé en allant fouiller vraiment jusqu'au moindre corps de métier, que ce soit costumière, les soudeurs, les ferrailleurs, enfin bref. Il avait renouvelé un type d'expérience similaire après sur King Kong, où il proposait même un journal en ligne à l'époque sur son King Kong de 2005, mais le travail accompli sur le Seigneur des Anneaux et aussi après sur la trilogie du Hobbit est assez formidable dans ce genre d'auto-analyse, mais qui n'est pas d'auto-analyse au sens psychologique du terme, mais qui n'est pas non plus dans l'autopromotion. Non, c'est pas de l'autocélébration. C'est plus on n'est vraiment pas dans la. C'est une célébration de l'artisanat plutôt. Surtout qui rappelle un truc extraordinaire. qui avait été oublié aux États-Unis et que James Cameron, d'ailleurs, la raison pour laquelle il est allé faire Avatar là-bas aussi, c'était pour ça. C'est que ce sont des gens qui ne faisaient pas des films comme ça. Oui. Et donc pour ces gens-là, c'était l'occasion d'une vie. Oui. Et ça se sent dans les bonus. Tu comprends que les mecs, ils peuvent littéralement se déchiqueter les mains à faire des codes de maille. T'auras plus jamais l'occasion de faire ça. Peut-être la seule fois de leur vie. T'as une équipe entière qui est complètement à fond là-dedans. Qui est dévouée au pendant projet. 3 ans, les mecs ils ont bossé comme des malades. Quoi. C'est ça que je trouve aussi intéressant. Enfin, on en parlait tout à l'heure. Alex l'avait dit aussi. Voilà, ce côté mondialisation. Tout le monde s'est vraiment intéressé à ça. Et je le disais, tout le monde s'est intéressé à l'envers du décor. Et notamment, tu mentionnais que pour faire leurs preuves auprès de certains studios, ils avaient fait un 26 minutes. Un essai avec un orque qui jouait une balle. Oui. Et ça aussi, ça a été assez fou. C'est-à-dire que d'habitude, honnêtement, encore une fois, je parle d'un point de vue grand public. Je parle pas de gens qui s'intéressent déjà au cinéma parce que c'est un autre type de public. Mais le grand public, d'un seul coup, s'est aussi intéressé aux effets spéciaux. C'est quelque chose qui vraiment ne les intéressait pas. Enfin, on était content de voir des effets spéciaux réussis. Et quand on regarde Jurassic Park en 93, on est ravis de voir des beaux dinosaures. Mais on s'intéresse pas particulièrement à comment ils ont été faits. Et là, d'un seul coup, avec par exemple Gollum, notamment le Gollum, c'était lui qui a vraiment fasciné tout le monde parce qu'il était terriblement réaliste. Il était terriblement, on avait l'impression de pouvoir le toucher. Il y avait quelque chose de très très fort en fait, très organique, très organique chez Gollum. Et d'un seul coup aussi, il y a eu un boom des effets spéciaux où ça a lancé clairement les effets spéciaux, Weta, tout ça en Nouvelle-Zélande, mais d'autant plus. Mais en plus, les gens ont découvert toute une industrie
clairement, qui jusque-là passaient à l'as. Alors c'est marrant parce que maintenant ça arrive en France, ça y est, on commence à découvrir qu'il y a des effets spéciaux en France, mais en vrai, voilà, je trouve qu'en Nouvelle-Zélande, à ce moment-là, et même mondialement, les gens se sont d'autant plus intéressés aux effets spéciaux, à la magie des effets spéciaux. On connaissait déjà évidemment les fonds verts, etc. Mais là, d'un seul coup, ça prenait une autre dimension, notamment grâce à ce travail de documentation dont toi tu parlais. Et puis ça a mis en effet la Nouvelle-Zélande sur la carte du cinéma. C'est quelque chose, c'était une industrie, un pays d'une part relativement inconnu. Oui. On savait qu'il y avait des moutons et des kiwis, mais ça se limitait un petit peu à ça. Et d'un seul coup, on a découvert, et ça a été ce qui est incroyable, c'est encore une fois, ce que ça génère, c'est-à-dire ce que ce film a pu générer, c'est un tourisme démentiel. Faut penser que pour le pays, ça a été une plus-value en termes de tourisme, une manne financière derrière, donc une chance d'une vie, c'est-à-dire on fait un projet qui est génial. Et en plus, derrière, on en récolte des fruits monstrueux qui se répercutent encore maintenant, 17 ans après. Les gens vont en Nouvelle-Zélande en disant c'est le pays du Seigneur des Anneaux. Et ils sont toujours en disant t'as vu, je suis allé dans la comté, quoi. Donc c'est quand même. Je trouve que ils prennent cette voie-là. Oui, toujours. On prend la voie de Kermit quand on dit ça. Et cela dit, juste pour rebondir sur ce que je disais, effectivement, c'est vrai qu'on parlera peut-être du personnage, du choc qui a été Gollum. À force de dire on parlera peut-être, on va finir par en parler du tout. Oui, parce que c'est vrai le temps passe. Non, mais Gollum, c'est quand même. Je pense que ça a été un choc majeur pour énormément de gens. La prestation d'Andy Serkis et le rendu par les équipes de Weta. C'est la découvte par le grand public de la performance capture. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que disait Perrine ça reste quelque chose qui tient la route sur son espèce de monologue qui n'en est pas un. De dialogue entre ces deux personnalités. Chant contre chant et reste quand même un modèle. Et en même temps, ça a pas mal desservi le travail de l'animateur Randy William Cook parce que les gens oublient qu'il y a aussi un animateur qui travaille dessus. C'est vrai. On a l'impression que ces deux positions-là, l'acteur et l'animateur, se cannibalisent ou s'annulent, ce qui est une hérésie, alors qu'en fait c'est vraiment quelque chose d'une symbiose, c'est une collaboration. Mais Perrine parlait de ce choc-là que les gens ont pu ressentir légitimement, en voyant Gollum. Et en même temps, je pense que ce qui a aussi passionné et ce qui passionne encore les gens, c'était cette alliance de techniques à la fois extrêmement poussée, qu'étaient donc notamment la motion capture, les créatures, etc. Et en même temps des trucages extrêmement anciens et qui fonctionnaient carrément. Je pense notamment à tous ces plans-là de perspective forcée où sans de trucage numérique, en tout cas pas à outrance, il y a, parce qu'il y a eu évidemment aussi d'autres plans beaucoup plus travaillés, mais des plans où deux acteurs qui font plus ou moins la même taille, à peu de choses près, apparaissent l'un petit parce que c'est un hobbit, l'autre grand parce que c'est un homme ou un magicien, et uniquement parce qu'ils se situent à 2 mètres l'un de l'autre, via des angles, dans des positions bien coordonnées, etc., dans un angle bien précis de la caméra, pour que à l'image ils apparaissent avec une différence énorme, et tout est dans le regard, ils ne se regardent évidemment pas, donc ils ont tout calculé avant. C'est une chorégraphie extrêmement minutieuse, et c'est un trucage qui en soi est accessible au premier pèlerin venu avec sa caméra. C'est juste, après il y a des histoires de focale et compagnie, mais voilà, c'est cette richesse là dans la la grammaire visuelle du Seigneur des Anneaux, c'est cette alliance à la fois de décors monstrueux, à la fois réels, à la fois numériques, et de trucages artisanaux qui sont totalement cohérents avec la carrière le début de la carrière de Peter Jackson, où on connaît de Test à Branded, c'est du bidouillage de génie. Il faut compter aussi sur ce que le public a pu apporter à cette saga au moment même où au fond elle se fabriquait, parce que faut pas oublier qu'avant que le premier film ne sorte, c'est encore un pari de dingue. La seule certitude qu'ils ont, c'est que Le Seigneur des Anneaux a été un phénomène sur les campus américains à la fin des années 60. Donc ils se disent, au moins tous les vieux qui ont été à Woodstock, ils vont aller voir le film. Ça, c'est déjà un public acquis en gros, parce qu'à l'époque ils avaient des badges Frodon et vivants à Woodstock. Mais en dehors de ça, et surtout dans les autres pays du monde, ils n'ont pas la moindre idée de ce que... Il y a eu Donjons et Dragons qui a fait survivre, mais ça reste encore une fois pour beaucoup de gens un truc de niche. Donc il y a une grande crainte à se dire, ils sont peut-être pas prêts à voir autre chose, excuse-moi, que Willow, c'est-à-dire à considérer de à considérer de la fantaisie qui soit pas pour les tout petits, parce que c'est comme ça que c'était vu. Et là on a un film avec des acteurs. Ian McKellen, à l'époque, il est connu comme acteur shakespearien. Il n'est pas connu comme encore vraiment comme Magneto et compagnie, quoi. Donc
Je crois que la France est qualifiée Il y a pour les demi-finales. un risque financier réel, et l'accueil vraiment positif et international sur le premier film va aussi leur donner des ailes, et ça va jouer sur le montage des suivants. C'est-à-dire que les deux tours n'auraient jamais ressemblé à ce qu'il est s'il n'y avait pas eu cet accueil du public. Au montage, Jackson va se dire ok, on avait l'impression de trop leur en demander. Apparemment, c'est l'inverse, ils en veulent encore plus. Donc, rentrons encore plus dans les personnages, dans le drame, dans la psychologie, etc. Et bon, le seul film sur lequel il y a eu des ratés, c'est Le Retour du Roi, parce qu'a priori, tout ce que j'ai compris, Jackson est très satisfait des versions sales. Sur le Seigneur des Anneaux, les deux tours, il considère que les versions sales sont meilleures en tant que film que les versions longues, au sens où elles sont plus équilibrées narrativement. Mais sur le Retour du Roi, par contre, on a tous, je pense, plus ou moins senti, ça a charclé, quoi. Parce que, pris par son élan, il se dit, allons-y, balançons la version de 4 heures, quoi. Et New Line de faire, tiens. Et donc, du coup, le Retour du Roi a quand même été charclé en dernière minute, et ça se sent dans la version courte. Donc ça, voilà. Mais le public a eu un rôle réellement bénéfique. Apport sur cette saga. Un bénéfique sur le film. Il nous reste un petit quart d'heure pour entrer un petit peu dans la dissection un petit peu des films. Ça va être un peu court pour parler de la trilogie. Je propose qu'on reste sur notre... On fera une version longue du podcast. Voilà, on fera une version longue qui durera 2h30. Je propose qu'on reste plutôt sur un axe assez global, comme on l'a fait depuis le début, sur la confection de ces films. Tu disais, Rafik, que tu avais eu l'occasion de recevoir Peter Jackson. Il a eu quand même un petit peu de mal à on va dire, poursuivre après la trilogie Seigneur des Anneaux. Il y a eu King Kong. Et depuis... King Kong, c'était son projet. Rêvé. De toute façon. Après, la question du Hobbit, c'est encore autre chose. Parce que c'est un film que lui, il ne désirait pas faire. Mais ça, il s'en est relativement expliqué. C'est Guillermo del Toro qui devait le faire. Del Toro a dû partir pour des tas de raisons je crois qu'on en avait parlé sur un autre podcast. Dans un podcast, quoi, et qui a fait que Jackson a dû prendre en route un projet qui avait déjà été lancé et sur lequel il n'était pas préparé, et il a fait son mea culpa. Moi, je trouve que j'ai tendance à voir le verre à moitié plein, donc je vois aussi les scènes d'anthologie qu'il y a dans le Hobbit, et je serais pas trop dur non plus avec ces films-là, mais évidemment tu peux pas comparer. C'est difficile. Voilà, j'invite les gens à regarder éventuellement sur YouTube. Il y a Monsieur Bobine qui a fait une vidéo d'analyse qui est pas mal, et une jeune fille qui s'appelle Lindsay Ellis, qui est pas comme Perrine, qui a grandi au même âge, qui a découvert les films au même âge. Elle aussi, c'était Orlando Bloom Forever, avant de devenir Aragorn. Fais pas des gestes obscènes, Perrine, s'il te plaît. Et elle a tellement mal vécu le Hobbit, elle a fait une chose que je trouve cool, quoi. Elle se pose des questions de genre, mais pourquoi ? Et puis elle a pris son billet pour la Nouvelle-Zélande. Elle est allée en Nouvelle-Zélande. Donc elle s'est filmée et elle est allée voir les gens du Hobbit et leur dire mais pourquoi ? Et ils lui ont chacun amené des débuts de réponses qui sont très intéressants. Ouais. Justement, ce qui est intéressant avec le Hobbit, c'est que finalement c'est le procédé inverse de ce qui est arrivé à Tolkien. C'est-à-dire que Tolkien, il a sorti le Hobbit en premier, en 1937, et les gens, donc il y a eu un vrai succès, comme on l'avait dit, dans les pays anglo-saxons notamment, et beaucoup de gens ont dit on veut en savoir plus, qu'est-ce qui se passe avec ces Hobbits? Et puis il était là, je pense que j'ai fait le tour des Hobbits là, donc, mais ce qui est intéressant, c'est d'explorer le monde dans lequel ils évoluent. Et donc après, c'est pour ça qu'il a mis 12 ans à écrire Le Seigneur des Anneaux, qui à la base était juste un tome de 300 pages, puis 500, puis après c'est devenu un livre complet, parce qu'on dit une trilogie, mais à la base c'est une œuvre complète, et c'est sorti en trilogie à cause du prix du papier. Donc c'est quand même un truc, faut le savoir, c'est pour ça que c'est sorti en trilogie. Mais en vrai, et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est le procédé inverse chez Peter Jackson, c'est qu'il fait le Seigneur des Anneaux, comme on le disait, personne n'avait vraiment attendu au départ sur le film, puisque la presse n'était pas du tout emballée plus que ça sur le sujet, les gens n'étaient pas tellement au courant. Et finalement, c'est par ce succès public, et donc après des intérêts financiers, on ne va pas se voiler la face de la part des producteurs, mais c'est le public qui a fait qu'il y a eu quand même l'émergence du Hobbit derrière. C'est qu'on s'est dit, l'engouement, l'enthousiasme du public, comme l'enthousiasme du Hobbit à l'époque en 37, fait qu'on va faire une suite. Et donc après, tout se passe pas toujours aussi bien quand on fait une suite. Ce qui était intéressant au moment où Le Seigneur des Anneaux sort, c'est que justement c'est une trilogie avec un début, un milieu et une fin. C'est pas ces sagas qui n'en finissent pas et qu'on sait jamais quand est-ce qu'elles... À quoi tu fais référence ? Je ne sais pas. Je ne vois pas du tout. Mais sinon, je peux exposer aussi ma grande théorie sur Le Seigneur des Anneaux, c'est le Fast and Furious avant un Fast and Furious, mais bon, j'ai une théorie là-dessus. Je dis ça à Rafik tout à l'heure, qui m'a regardé avec des yeux vraiment
Effrayé. Peiné, je pense. Pas peiné. Mais Al voilà. dente. Hein Non, mais enfin pas peiné, mais c'est aussi une saga populaire. Il faut pas se voiler la face. Oui, non, c'était l'idée de saga populaire et surtout de saga inclusive, c'est-à-dire des sagas où d'un seul coup on a des personnages issus donc dans le Seigneur des Anneaux, issus de plusieurs communautés, de toute taille, de toute forme, de partout. Et il y a ce même délire melting pot dans le Fast and Furious qui pour moi contribue. Il y a un peu plus de noir dans Fast and Furious que dans le Seigneur des Anneaux. Quand même. Ah bah les Urukai, je ne sais pas. Elle a osé. Elle a osé. Bah ils sont plus noirs de peau que les autres, hein, ça c'est sûr. Il y a les Arabes aussi dans le Seigneur des Anneaux. Hein. Je sais plus leur nom, mais les Easterlings. Les Easterlings. Qu'on voit Oui. dans les deux tours notamment. On les voit dans les deux tours. Je Ouais. me souviens plus. Bah, de... c'est ceux qui ont des éléphants. Les olifants. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Ouais, Ah, bah, oui, quand ils même. ont des olifants, c'est vrai que c'est cool ça. Tout le temps. Non, mais voilà, mais en tout cas, Bled. c'était cette idée de melting pot, de multiculturalité, et que d'un seul coup, les gens peuvent voient une diversité, un mélange, et cette idée de famille, donc la communauté dans l'anneau, l'idée de la famille, s'il le répète pas 400 fois par film, on n'a pas compris dans Fast and Furious, mais il y a cette idée de la famille qu'on se crée, la famille qui évolue, et on vit des épopées les unes avec les autres. Le truc, c'est que le Seigneur des Anneaux, c'est une trilogie. L'autre, il en est à son 8e et on va aller jusqu'à je sais pas combien de numéros comme ça, mais c'est pas grave. Et puis que les films sont. Moi, j'attends la fusée. Ok. C'est pas inclusif dans tous les pays parce que ce sont d'énormes succès en Pologne et en Russie. Et là-bas, ils le prennent pratiquement comme des livres, des films d'histoire. Hein. C'est-à-dire que ils ont quand même une longue histoire, on va dire, avec les invasions du Sud musulmanes. Et pour eux, le Seigneur des Anneaux, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc voilà, Non, il mais faut c'est aussi juste prendre en en termes compte de- cet aspect-là qui a échappé à Tolkien. Hein. C'était pas non plus. Oui, malheureusement. Ah oui, non, ça c'est pas sa faute, mais, mais c'était de représentation ouais. à l'écran, c'est-à-dire que d'un seul coup, on n'avait pas Bien que sûr. un seul type de personne. Oui. Bien Ce qui sûr. aussi était un peu dommage Mais- dans Le Hobbit, c'est-à-dire que d'un seul coup, à part Gandalf et à part Bilbon, on n'avait que des nains. Oui. On n'avait que des nains. Et c'est vrai que d'un seul coup, l'intérêt de cette diversité qu'on avait dans le Seigneur des Anneaux, plein de peuplades différentes, eh ben, on le perdait dans Le Hobbit. Ce qui a été pour moi aussi une des raisons pour lesquelles l'intérêt était un peu moindre, Oui. au-delà de la préparation, un peu plus avortée, etc. Oui, il y a aussi tout simplement le fait que sur le Hobbit, ils n'avaient pas la liberté qu'ils ont pu avoir sur un Seigneur des Anneaux où on leur a vraiment fichu la paix. Non, je parlais de cette histoire parce qu'il y a aussi le Seigneur des Anneaux et aussi que ce soit le bouquin ou les films. Comme tout objet mythologique, à la merci de ce qu'on veut en faire, Oui, en fait, dans de la l'interprétation qu'on veut bien en réappropriation. Et faire, ça a oui. toujours été le cas dans les années 60. Donc, on l'a dit, ça a été sur les campus américains. Ils étaient tous des hobbits parce que les hobbits aiment faire pousser des plantes et ils sont une peuplade peinard. En gros, pacifiste et un peu voilà, hippie sur les bords. ils fument de l'herbe à pipe et Voilà. ils font chier personne. Donc c'était idéal pour eux. En même temps, d'autres voyaient dans l'anneau une espèce de métaphore de la bombe atomique. On sait que Tolkien a commencé la rédaction du Silmarillion littéralement dans les tranchées de Verdun. Oui. Et il y a des évocations de ça lorsque Frodon et Sam traversent le marais aux morts. Les cadavres qu'ils trouvent dans le marais sont les cadavres que Tolkien voyait dans les tranchées de Verdun. L'attaque le siège de Helm's Deep avec la nouvelle invention qui est la poudre, c'est l'attaque de Constantinople par les Turcs qui ont été effectivement les premiers à utiliser des canons pour abattre les murailles. Donc on a des tas d'évocations historiques qui se mélangent, sur lesquelles Tolkien ne voulait pas discuter, voulait pas commenter. Il a toujours insisté sur le fait que c'était de la pure fantaisie, etc. Il voulait pas qu'on l'emmerde avec ça. Il avait aussi beaucoup de mal avec tous les hippies qui lui couraient après. C'était quand même un professeur à l'ancienne. Il fallait imaginer dans les années 60 le mec voir débouler des beatniks. Mais on peut pas s'empêcher de ne pas voir quelles ont été ces multiples sources d'inspiration. Et c'est normal pour un linguiste qui travaille sur les civilisations que d'avoir l'histoire qui contamine en fait ton truc, mais aussi ça veut dire que tout le monde en fait après ce qu'il en veut. Et je sais qu'une fois, pour avoir parlé avec un Polonais qui avait adoré le film, pendant la discussion j'étais en mode d'accord, ok. On n'était pas tout à fait sur la même façon d'aimer, on va dire, façon de kiffer le Seigneur Est-ce que Alexandre. les hobbits d'aujourd'hui, ce ne seraient pas les zadistes finalement, tranquillement en train de fumer leur herbe dans leur petit zadiste town? Et les Urukai, ce seraient les CRS? Oui, voilà, exactement. Tu me l'enlèves de la bouche. Salopard de gauchiste, tu me dégoûtes.
Je sais pas comment rebondir sur ce que vient de dire Peut-être sur Alexandre. la future adaptation Sur la d'Amazon. future adaptation. Allez, je sais pas. Non, pour c'est vrai que finir, c'est ça peut être bien. Non, mais c'est vrai que c'est pas la seule, mais la principale actu autour du Seigneur des Anneaux. C'est qu'on a appris depuis quelques mois maintenant que Amazon avait sorti le carnet de chèques pour essayer d'avoir son Game of Thrones. Alors c'est vrai qu'on va pas citer jusqu'à présent Game of Thrones, mais en termes d'évocation épique avec de nombreux personnages. Certainement que Game of Thrones ne ressemblerait pas à Game of Thrones visuellement sans le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Bien sûr. Ouais. Et je pense que ça. Moi, j'y vois beaucoup de similitudes pas seulement sur le rendu final qu'on découvre semaine par semaine quand HBO sort les saisons de Game of Thrones, mais sur l'aspect de franche camaraderie entre les acteurs. J'ai l'impression de revoir l'éminent jouet de Elijah Wood. J'ai oublié le nom des autres acteurs, à part Orlando Bloom, mais les autres acteurs qui font Meryn Pipin. Toutes ces photos, on les voyait dans les pubs néo-zélandais entre deux journées de tournage, etc. Je les retrouve un petit peu en voyant les photos des mecs à Belfast quand ils tournent en Irlande du Nord sur les saisons. Et il y a des similitudes en dehors, sur l'écran et en dehors de l'écran. Et donc Amazon, effectivement, qui a sorti rien que pour les droits, sauf erreur, donc c'est même pas en comptant la production, les acteurs, les réalisateurs. Je crois qu'ils ont sorti 250 millions de $, sauf erreur, sur l'achat des droits, sans qu'on sache jusqu'à présent, sachant qu'une rumeur en infirme une autre, une déclaration en infirme une autre, très flou, sans avoir vraiment d'idée sur l'implication de Peter Jackson dedans. Compte tenu de son expérience sur le Hobbit, ça me surprendrait qu'il se remette dedans. Il y a Christopher Tolkien derrière qui va aussi pas mal les embêter, parce que Jackson et Walsh et Boyens ont pas mal pioché dans les annexes et surtout dans le Silmarillion, dont ils n'ont pas les droits. Et ça a créé des problèmes, parce que Christopher Tolkien n'est pas très content des films, justement de la façon avec laquelle ils ont un peu tout mélangé. Voilà. Mais il y a un truc que Game of Thrones a bien compris du Seigneur des Anneaux et qui a à voir avec la culture rôliste, en fait. C'est-à-dire que le jeu de rôle, pendant longtemps, a été un jeu qui fonctionnait sur l'évocation et la capacité d'imagination des joueurs. Il y avait un effort énorme qui était amené à l'illustration, et notamment la boîte du jeu, qui était toujours confiée à un excellent graphiste. C'est là que des John Ho et Alan Lee ont fait leurs armes, et ce sont eux qui sont les designers du Seigneur des Anneaux. Et ce qui se passait quand tu voyais ce poster sur cette boîte, c'est que tu imaginais, tu avais un instant T, et tu avais une tendance à imaginer qu'est-ce qui s'est passé juste avant et qu'est-ce qui s'est passé juste après. Et d'une certaine façon, Jackson a procédé un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans Le Seigneur des Anneaux où tu peux faire un arrêt sur image, voilà, sur le dragon face à Frodon qui lui tend l'anneau. Et ça, c'est clairement une pochette. Tu sens le dessin d'Alan Lee derrière. Et donc, tu as la scène avant et la scène après. Tu vois, et je pense que dans l'écriture, pas l'écriture scénaristique, mais l'écriture scénique, il a vraiment fonctionné comme ça, de passer d'une illustration à l'autre. Et Game of Thrones, ils ont réussi à faire ça. C'est-à-dire, tu vas avoir une longue scène de dialogue qui va mener peut-être à une scène de combat et un plan, tout d'un coup, un money shot stupéfiant qui va arriver, tu vois, et te rappeler dans la puissance d'évocation de l'univers en place. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même reconnaître à cette équipe. Mais est-ce que cette série sera du niveau de Game of Thrones? C'est toute la question, mais on en sait évidemment très peu, Perrine. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose, juste que, comme disait Alex, ils ont sorti le carnet de chèques. Et justement, en tout cas, de mon point de vue, c'est ça qui est un peu inquiétant. C'est-à-dire, pas le fait qu'ils mettent de l'argent dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais l'intention de départ n'est pas la bonne, selon moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est Amazon qui dit « je veux faire mon Game of Thrones », c'est-à-dire qu'ils veulent pas faire le Seigneur des Anneaux parce que d'un seul coup ils avaient un vrai projet autour du Seigneur des Anneaux. C'est on veut avoir notre série à succès dont tout le monde. On veut dupliquer le succès d'un autre. Et voilà, on veut dupliquer le succès d'un autre, et en plus il a ce deuxième effet qui se coule, pourquoi pas, qui va jouer un petit peu, à mon avis, contre lui. C'est que quand HBO fait Game of Thrones, il y a les livres, il y a ceux qui ont lu les livres, il y a ceux qui, comme moi, n'avaient jamais entendu parler de Game of Thrones. Et donc, il y avait quand même un effet de surprise, principalement. Là, ils n'auront pas cet effet de surprise sur Le Seigneur des Anneaux, clairement pas. Il y aura juste l'effet de comparaison. Il y aura exactement, et qui, à mon avis, pas facile. Voilà. Alors, je leur souhaite pour eux d'avoir une super équipe de design, une super équipe de scénaristes, une super équipe d'acteurs, de réalisateurs, enfin voilà, le top of the pop de l'équipe, parce que, à mon avis, tenir la comparaison face à un objet cinématographique désormais culte, c'est dur. Je pense aussi. Jules, je te fais des grands signes pour que tu lances le tapis de fin.
Ah, c'est bien. J'aime bien comme ça. Parce que notre temps est écoulé. Mais oui, mais c'était une belle émission. Merci à tous les trois. Merci à Jules, à la technique, qui s'était endormi sur la console. Merci à Creatis pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions. Puis en attendant, on vous dit à très vite. Rosebud,